Et moi, j'étais vraiment convaincue que ce que mon cerveau me disait, c'était la vérité, tu vois. C'est justement, je parle de ce sujet-là très facilement pour pouvoir faire changer les mentalités à mon niveau, en fait. On parle de bipolarité. Donc la bipolarité ou les troubles de l'humeur bipolaire, c'est une maladie psychiatrique. Aussi chronique, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a, on peut plus en guérir. Ouais, on peut se stabiliser, mais on peut plus en guérir. Qui touche l'humeur. Par rapport à une personne dite normale, ou du moins pas bipolaire, qui aura son humeur qui fera des petites fluctuations comme ça, un peu bien, un peu pas bien, un peu déprimé, un peu plus haut. Nous, on fera des fluctuations vraiment plus grosses qui côtoient des extrêmes. Après, il y a plusieurs types de bipolarité, mais le mien, c'est le type 1. Ça veut dire que j'enchaîne des très longues phases de plusieurs mois. Donc en général, dans l'année, 8 mois de dépression, 4 mois dans ce qu'on appelle la phase hypomane, donc sur la phase plus haute, avec quasiment jamais de moment où je me sens neutre ou normal, pas plus haut ou pas plus bas en fait. La bipolarité, ça se soigne pas. Par contre, ça peut s'atténuer. Les phases, elles peuvent être moins intenses, voire même ne plus se ressentir dans certains cas avec les médicaments qui sont des régulateurs de l'humeur, des médicaments spécifiques qui ont souvent beaucoup d'effets secondaires, qui donc, par ça, sont aussi vachement handicapants. En général, on préfère être bipolaire et soigné avec les effets secondaires et tous les trucs relous que ça engendre, plutôt que bipolaire et pas soigné et risquer 45 000 fois plus de se suicider, par exemple. Là, avec les traitements, ça va mieux, mais pas soigné de novembre à mars, avril, dépression totale. Et après, du reste, c'est plutôt de la phase hypomane, ça veut dire c'est la phase haute, là où je vais pouvoir vraiment beaucoup produire, être vraiment une version de moi-même à 200 000% et être toujours très euphorique, pas avoir beaucoup besoin de dormir, consommer énormément de choses, que ce soit culturel ou même des biens, enfin des trucs, ça devient dithyrambique quoi dans cette phase-là. En vrai, c'est une maladie qui est héréditaire. Donc si y a des tantes, des parents, des grands-parents qui sont bipolaires, on a beaucoup plus de chances de naître bipolaire nous aussi. On peut l'avoir dans les gènes, mais ne pas le déclencher. Certains événements dans la vie qui peuvent déclencher ce truc-là. En général, c'est des événements traumatiques, des événements violents, qui font qu'on se retrouve à avoir des troubles de l'humeur. Sur la bipolarité, t'as des gens, plus ils pensent que c'est pas une maladie, ils pensent que c'est rien, et que ça s'est déclenché parce que tu t'es trop une drama queen, tu vois, et que tu sais pas trop gérer ta vie. Encore, j'ai beaucoup de chance d'avoir été diagnostiquée si jeune, parce que normalement, c'est beaucoup plus tard. Je vois des psys depuis que je suis petite. On m'avait diagnostiqué HPI quand j'étais en maternelle. Et donc ce suivi-là, en fait, il a perduré jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, on me suivait pour dépression, parce que mes phases dépressives étaient vraiment très intenses, et on pensait que ouais, j'étais juste dépressive. Et en fait, quand j'étais en première, que j'avais 16 ans, j'ai fait ma première phase maniaque, donc la phase avec les hallucinations et tout ça, qui a duré 10 jours. Et c'est à partir de là que le psychiatre qui me suivait m'a dit « Ok, là, c'est plus de la simple dépression, il y a les antécédents génétiques et il y a une phase maniaque, donc c'est de la bipolarité. » Parce qu'il y a que... Enfin, la phase maniaque, c'est vraiment très spécifique au bipolaire, quoi. La phase maniaque, c'est le sommet de la phase haute, et c'est le moment où il y a des hallucinations. C'est vraiment très déconnecté de la réalité. Et par contre, il y a des choses qui sont récurrentes. Par exemple, les thèmes du mystique qui revient vachement. Le truc de se sentir Dieu, j'en ai beaucoup entendu parler aussi, des gens qui ont l'impression qu'ils sont supérieurs à tout et qui sont l'absolu, qui sont le tout. Ça m'est déjà arrivé de ressentir ça. Le fait de trouver des connexions entre toutes les choses, toutes les formes de vie, tous les objets, tous les atomes, tous les trucs, t'as l'impression de comprendre tout et d'avoir une clairvoyance vraiment incroyable, quoi. On a aussi des tendances à l'exhibition, par exemple, qui sont vachement marquées pendant les phases maniaques. Donc voilà, c'est pour ça que la phase maniaque, après, c'est pas drôle du tout, mais ça peut donner des situations bien bizarres. Depuis que je suis soignée, j'ai plus de phase maniaque, et Dieu merci. Quand ça m'est arrivé, moi, j'étais vraiment convaincue que ce que mon cerveau me disait, c'était la vérité, tu vois. Genre, il faut toucher du blanc parce que c'est plus positif, ou alors il faut... les bouteilles d'eau, c'est des jauges d'énergie vitale, qui dégage un champ magnétique, pas aller dans la salle de bain parce que la baignoire il faut pas qu'elle nous aspire, tu vois. Des trucs comme ça, c'est des croyances où du coup mes proches ont essayé tout et n'importe quoi pour me faire revenir, me faire écouter les musiques que je connais le plus au monde, me faire voir les gens qui pourraient me ramener par des biais hyper simples, et pourtant j'étais toujours convaincue de mon truc, quoi. Et je me rappelle, c'est comme si j'étais partie et que moi-même j'arrivais plus à revenir, quoi. J'étais persuadée que c'était la vraie vie, quoi. Donc, puisque c'est un handicap, ça a vraiment une incidence sur la vie, mais sur tous les plans. C'est-à-dire que sur l'épanouissement personnel, déjà, ça a un impact, parce que dès que j'ai des phases dépressives, même des phases hautes, c'est tellement difficile à gérer, je passe tellement d'énergie à essayer de gérer ma maladie qu'en fait j'en oublie parfois ma vie perso et juste comment je suis, quoi. D'un point de vue social, j'ai souvent remarqué que les bipolaires, enfin en tout cas les bipolaires que je connais et moi-même, avons vraiment des problèmes pour
parler aux autres parce qu'on a l'impression qu'on va être déplacé, qu'on va en faire trop, que nos émotions elles vont nous devancer, qu'elles vont nous trahir, que les autres vont nous juger comme bizarres. Enfin, je sais que j'ai été pendant longtemps harcelée aussi un peu à cause de ça parce que j'avais une gestion de mes émotions qui était très mauvaise, donc en fait socialement c'était pas possible. Et outre ça, je dois annuler régulièrement des trucs que j'ai à faire parce que je me réveille pas vraiment apte à faire les choses, quoi. C'est la même chose pour la vie professionnelle. Là, j'ai la chance d'avoir le statut de travailleur handicapé qui permet d'avoir une reconnaissance. Genre, l'employeur m'emploie, mais il sait que j'ai des problèmes. Comme à la fac, j'avais un statut d'étudiant handicapé. Je pourrais être excusée quand je suis malade. La vie sentimentale, c'est pareil. C'est-à-dire que il faut, quand je trouve un partenaire, qu'il puisse accepter la bipolarité. C'est pas moi sans la bipolarité. Si ça accepte pas, ça clash et ça doit se quitter, quoi. Les bipolaires que je connais ont du mal à garder des partenaires réguliers, justement pour ces raisons-là, parce que quand ça va, quand c'est stable, tout va bien, mais dès que l'humeur elle descend, l'humeur elle monte trop, pour le partenaire c'est comme s'il voyait une personne qu'il connaissait pas, et donc c'est plutôt compréhensible, mais des fois ça peut clasher, quoi. Et c'est pour ça que je fais vraiment très très attention, particulièrement dans le domaine sentimental, à essayer d'être autonome, de me gérer toute seule, surtout le moins empiéter sur la personne en fait avec qui je suis. Même, j'ai un peu de l'empathie pour les autres. Je me dis, personne ne devrait avoir à gérer ça, mais pourtant, c'est comme ça que je suis, donc en fait, il faut l'accepter. Pour le côté sentimental, il y a tout le côté hypersexualité, hyposexualité aussi. Ça, c'est pas tous les bipolaires, mais ça arrive, et ça m'arrive à moi. En général, c'est relié aux phases dépressives, où j'ai vraiment aucune libido, et d'autres phases, dans mes phases plus hautes, où j'ai vraiment de l'hypersexualité, donc une libido extrêmement forte. Et donc dans les deux cas, pour un seul partenaire, c'est très difficile à supporter parce que forcément c'est un point quand même essentiel dans un couple. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à me mettre dans des couples libres. Et j'ai résolu la situation comme ça. Mais d'autres n'ont pas cette chance. Ça justement c'est tout le défi de comment moi je gère ma maladie. Je sais que c'est une chance qui n'est pas accordée à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les moyens matériels et n'a pas le temps de se focaliser sur soi-même, de vivre le plus normalement possible. C'est justement d'essayer de prendre conscience de mes phases. Parce qu'en fait la bipolarité c'est une psychose. Par définition une psychose t'es pas conscient que t'en souffres. Donc en fait moi mon défi c'est justement d'essayer de savoir comment je suis à quel moment en fait. Donc c'est une auto-observation constante pour savoir ok là j'ai tel symptôme. Je suis un peu haut, un peu bas, il faut prendre tel médicament. En tout cas, moi, c'est un aspect très saisonnier, donc je sais à peu près qu'au mois de septembre, ça va être oh là là, la folie, tout l'été, ça va être la folie. Mais par contre, dès que le mois de novembre, que les jours ils raccourcissent, tout ça, là, je sais que... Enfin, comme tout le monde, en fait, un peu, tu vois, tu t'es un peu plus déprimé l'hiver. La bipolarité, c'est un handicap, en fait. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont conscience parce que c'est un handicap qui est invisible. Et comme tout problème de santé mentale, comme ça se voit pas, les gens ont tendance à le minimiser, que ce soit l'entourage proche ou les gens en général, quoi. Il y a vraiment une espèce de rejet des personnes qui ont des troubles mentaux parce que ça se voit pas. Quand on voit quelqu'un en fauteuil roulant, on sait directement pourquoi est-ce qu'il souffre, entre guillemets. On peut se mettre à sa place. Alors que c'est très difficile de se projeter dans un trouble mental. Sachant qu'en plus, comme on a tous une humeur bipolaire, c'est juste que les fluctuations elles sont plus intenses. Donc c'est très difficile de se dire pourquoi moi j'arrive à me réguler, à contrôler mes émotions, et pourquoi elle y arrive pas en fait. Alors que du coup c'est pas une question de choix quoi. Et c'est vraiment un handicap et c'est vraiment handicapant. Et c'est pour ça que c'est très problématique d'employer les mots genre t'es complètement bipolaire, t'es trop borderline, complètement schizo. Ça le fait pas, ça, en fait. Parce que quand on emploie ce genre de mots, on minimise la souffrance des gens qui sont dans cette situation. Sans les médicaments, ça arrivait 8 mois sur 12. Là, maintenant que j'ai les médicaments, ça dépend des événements de la vie et tout ça, si ça déstabilise. Et en ce moment, ouais, ça m'arrive souvent de me lever avec plein de pensées suicidaires et d'essayer de prendre le recul et de me dire « Ok, c'est pas moi qui me dis ça, c'est pas parce que moi je déteste la vie. » que j'ai ces pensées-là, c'est ma maladie. En fait, c'est très difficile d'avoir ce recul-là parce que en fait, la maladie me persuade qu'il faut que je meure, en fait. Et donc là, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et heureusement que j'ai un entourage qui m'accompagne vraiment bien parce que sinon, je pense que ce serait plus délicat encore. Quand j'ai été diagnostiquée, je me suis dit, je vais assumer parce que les gens, ils ont besoin de savoir parce qu'il y a des moments où j'annule des trucs, où j'ai des comportements qualifiés d'un peu bizarres, donc s'ils sont au courant, c'est mieux. Après, dès que c'est pas nécessaire, je le dis pas, mais dès que je rentre en relation avec une personne, je le dis parce que je peux annuler au dernier moment, parce que si mon humeur le matin, elle est pas bonne, je peux pas me lever, je peux pas
faire des choses dans la journée, donc j'annule. Donc il vaut mieux qu'ils sachent. Là où les moments où je regrette de l'avoir dit, c'est quand les gens ils réagissent négativement, genre quand ils pensent que je suis folle, quand ils pensent que je fais ça pour attirer l'attention, quand ils pensent que je suis juste une drama queen qui arrive pas à se brider. Ça, c'est des trucs, j'en ai marre de ces clichés-là. Je sais que ma grand-mère, pendant longtemps, elle disait il y a pas de fou dans la famille, donc elle est pas malade. Tu vois. Donc, en fait, même c'est des trucs où c'est très difficile d'accepter pour les gens parce que comme ils le voient pas, encore une fois, il y a 10 000 préjugés, 10 000 trucs à déconstruire et après je les comprends parce que comme ils comprennent pas, on peut pas tous être informés sur les sujets, mais à partir du moment où je te dis c'est géré et puis tout va bien, j'ai pas besoin de toi, c'est que tout va bien, j'ai pas besoin de toi et que je vais pas te manger, je vais pas être folle dans l'espace public, j'en sais rien, tu vois. C'est justement, je parle de ce sujet-là très facilement pour pouvoir faire changer les mentalités à mon niveau en fait. Même si c'est un petit niveau. Alors la bipolarité et la créativité, c'est des choses très liées. Il y a beaucoup de bipolaires célèbres qui ont marqué l'histoire avec leur art. Il se dit que Britney Spears est bipolaire, il se dit que Amy Winehouse était bipolaire, Kurt Cobain, que plein de gens comme ça, en fait, qui sont morts par suicide, sont bipolaires. Mais c'était des grands génies de la musique et du coup, c'est pour ça. Mais je suis pas sûre, étant donné qu'on n'est pas sûr de l'information, on peut pas savoir. Il y a un excellent documentaire sur Netflix sur Nina Simone. Et en fait, bon, déjà, la vie de cette chanteuse est quand même assez folle. Mais ça illustre parfaitement ce que c'est que d'être bipolaire de type 1 en fait. Et à la fin du documentaire, sa fille dit qu'on l'a diagnostiquée, je sais pas moi, elle avait 50 balais bipolaire. Toute sa vie illustre ses symptômes sans qu'elle soit consciente que ce soit de la bipolarité. On a beaucoup de choses à extérioriser en fait, que ce soit dans les phases dépressives mais aussi dans les phases hautes. Même si dans les phases hautes, comme il y a une productivité qui est plus grande, une habilité vraiment à faire 50 000 projets, à avoir des idées nouvelles, 3000 idées par seconde, tout ça, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour la création. Donc c'est vrai que quand je suis en phase haute, je crée vachement plus que quand je suis en phase basse. Même si dans la phase dépressive, il y a aussi les émotions négatives à extérioriser. Donc c'est que je dessine beaucoup, donc je les extériorise comme ça en fait. C'est comme si on voulait rendre visible quelque chose qui ne l'est pas. Ça met des mots et ça fait exister ce qu'on ressent à l'intérieur en fait. C'est jamais exhaustif. J'ai la chance d'avoir ma mère et mes sœurs qui sont vraiment des personnes qui m'aident au quotidien et qui savent à peu près comment agir quand je fais telle crise, quand je commence à pleurer, à crier, quand j'ai tel et tel comportement, elles savent vraiment comment faire. Ma sœur, elle me pose différentes questions, genre comment s'appelle ta meilleure amie, t'habites où, enfin des trucs basiques pour me faire redescendre en fait dans la vraie vie. Et puis elles savent que voilà, j'ai juste en général besoin d'un câlin, besoin qu'on me dise t'es bien, t'es là dans la réalité, t'es avec nous, ne t'inquiète pas. Elles sont un peu mes garde-fous, c'est-à-dire quand elles voient que même quand je suis trop haut, elles peuvent me dire oula, toi là, tu fais attention parce que c'est super speed. Plus je monte haut, plus je descends bas en fait. Et ça c'est un principe un peu bâtard parce que je peux profiter de ma phase haute sans me dire que là, en fait, dans plusieurs semaines ou même dans plusieurs jours, tu vas descendre complètement. Donc c'est pour ça qu'elles préviennent vachement les descentes, les montées, parce qu'elles me voient faire en fait. Donc j'ai cette chance-là à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a énormément de gens qui ont ma maladie, qui n'ont pas l'opportunité, la chance d'avoir ce luxe-là, et pour eux c'est beaucoup plus compliqué. C'est assez bien accepté par la plupart des autres membres de ma famille, même s'ils ont du mal à considérer que c'est un handicap, et je dois toujours en permanence me justifier de... c'est pas comme si là j'ai mal au pied, je peux pas le faire, tu vois. Il faut que je dise ah oui alors là voilà la psy a dit que, et donc je dois prouver que je suis malade tout le temps. Franchement ça fait tellement partie de moi, et d'ailleurs en ayant des témoignages d'autres bipolaires, en fait on dirait qu'on a la même vie. Donc c'est pour ça que je pense que sans bipolarité je sais pas ce que je serais en fait. Donc je sais pas, même si on me catégorise comme la bipolaire, tant qu'il n'y a pas des clichés avec qui n'ont aucun sens, bah oui je suis bipolaire et ça me définit en fait. Enfin, c'est impossible à catégoriser, tu vois, qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personnalité, qu'est-ce qui est de l'ordre de la bipolarité. C'est important de demander comment ça va vraiment aux gens autour de nous. Genre, pas seulement comment ça va, mais comment ça va vraiment. C'est peut-être hyper bateau comme conseil, mais c'est tellement primordial. Parce que, surtout dans cette période, il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment seuls, qui ont leur santé mentale qui a rechuté ou qui est pas stable. Donc c'est particulièrement important de demander comment ça va, de prendre vraiment soin de ses proches, même de ses moins proches, de prendre des nouvelles et de faire attention aux autres. Et par la même occasion, encourager certaines personnes qui paraissent les plus vulnérables à passer la porte des psychologues ou des psychiatres. En plus, en ce moment, il y a les aides pour les étudiants. On est toujours hyper hésitant en général avant d'aller voir des psys parce que, je sais pas moi, flemme, ou parce que c'est mal vu, parce que si on va voir des psys, ça veut dire qu'on est forcément mal, qu'on est forcément... Voilà, on a forcément des gros problèmes mentaux et tout ça, alors que non, pas forcément. Et ça fait du bien vraiment, tout le temps, d'aller voir un psy pour faire le point sur sa vie, mais aussi pour prendre soin de sa santé mentale. Et la santé mentale est aussi importante que la santé physique.
En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et c'est important de prendre soin de soi.